dispositif sécuritaire important a été instauré à Lubumbashi pour assurer la sécurité en cette fin d'année. Des dizaines de militaires de la garde républicaine sont visibles dans plusieurs coins importants de la capitale du cuivre. Ces militaires lourdement armés sillonnent la ville et inquiètent la population selon une frange de la société civile. Les autorités de la ville rassurent qu'il s'agit d'un renforcement de la sécurité par la paix en cette période de fin d'année. Je demande à tous les grands Katanga de se tenir debout et prêts au combat, prêts au sacrifice suprême, parce que notre victoire ne nous sera jamais volée. Notre État est devenu un État de moquerie, un État voyou. Notre bonheur est un bonheur collectif et nous ne pouvons pas accepter que les bandits nous volent notre victoire par l'argent qui est le nôtre, par le pillage de nos ressources. Christian Mondo qui dit entre-temps, qui demande entre-temps à la population d'attendre et d'être prêt pour le mot d'ordre que va lancer Moïse Katumbi. Le même Christian Mondo est en résidence surveillée depuis le lundi 25 décembre 2023, annonce ses sources. Selon certaines indiscrétions, le bourgmestre de Ngaba serait aux arrêts pour détention de machines à voter à son domicile. Voilà, tension électorale dans l'espace Katanga après un appel à la mobilisation générale en attente du mot d'ordre de Katumbi. Peter Kazadi est à Lubumbashi depuis le mardi 26 décembre dans la soirée. Élection présidentielle, voici les résultats provisoires. Félix Tshisekedi l'emporte dans 21 provinces. Moïse Katumbi, 4 provinces et Martin Fayulu, une seule province. Autre actualité, Denis Mukwege, Martin Fayulu et les autres appellent à un rassemblement massif ce 27 décembre sous le boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs pour une marche pacifique qui le conduira jusqu'au stade, jusqu'à la CENI. Cette manifestation se tiendra pour protester contre un simulacre d'élection tenu dans une profonde irrégularité. Les acteurs politiques appellent à l'usage de l'article 64 de la Constitution, a écrit Martin Fayulu. Nous n'avons pas été notifiés ni par le VPM ni par le gouverneur, réagit un cadre de l'ECID à la décision du gouverneur de s'opposer à la marche de l'opposition prévue le 27 décembre 2023. Mesdames et messieurs, voici les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues pour vous. Ce matin, on va se questionner autour de thématiques. Qu'est-ce qui justifie l'écart entre le président sortant, Félix Tshisekedi, et ses concurrents? Deuxièmement, élection du 20 décembre. Est-ce que les quelques irrégularités constatées peuvent-elles empiéter sur les résultats? Voici les deux sujets. Deux invités sur ce plateau, Maître Gédéon Kolela. Ça faisait quand même, on va le dire, plus de 6 mois. Oui, vous avez raison. Il y a eu des moments où on était entre des avions. Ah oui. Vous m'avez appelé la dernière fois, j'étais à Lualaba au Kananga. Je ne me souviens pas, parce qu'il faudra effectivement palper du doigt les ouvrages que le président a eu à réaliser pendant le quinquennat et surtout concernant le projet des 145. Voilà, étant qu'administrateur de l'Union de communicateurs pour la République, membre de l'Union sacrée, on était obligé effectivement de palper du doigt pour que lorsqu'on parle, qu'on parle avec les images, et que du jour aujourd'hui, il faut dire qu'il y a au moins 916 ouvrages qui ont été donc livrés et que cela a créé 60 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Parce que vous savez toujours que lorsqu'il y a l'emploi direct, par exemple, vous avez des maçons, vous avez des ferraillers et tout ça, et qu'il y a des mamans qui vendent aussi les maliwa, comme on appelle chez nous, c'est aussi une activité connexe. Donc voilà, il faudra arriver dans certains milliers où qu'on n'avait jamais arrivé pour vivre ces choses-là.
qu'à un moment voulu, nous allons faire l'émission élaborée avec vous. Exactement. Avec ces images pour que les Congolais puissent savoir qu'effectivement, Félix Tshisekedi, il est déterminé pour le développement durable et observable dans les temps. Ça ne sera pas d'une manière éphémère ou provisoire, mais okay. ça doit affecter toute une collectivité parce que nous pensons que les changements, donc c'est au fait du fait qu'il faut modifier les cours de l'histoire. En fait, c'est ça les changements sociaux dont nous attendons. C'est ça le changement social dont nous attendons dans notre cher pays, le Congo. Alors, en face de lui, M. Alain Parfait Ngulungu, lui, les chercheurs et analystes des questions politiques. Bienvenue également, M. Alain Parfait Ngulungu, dans cette émission, Grande Tribune. Salut, cher Dan. Salut, maître. Je suis très ravi qu'on se revoie après ces scrutins qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'espère qu'il est temps maintenant de rappeler à toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, que nous avons la seule maison à garder, à sauvegarder, c'est le Congo maintenant. Il faut que nos yeux soient rivés sur la sauvegarde de ces patrimoines qui nous est commun, mais aussi important pour les générations futures. Donc, notre République, dont il faut absolument sauvegarder les intérêts face justement à tous les aléas d'ordre politique et sécuritaire auxquels nous sommes en train de faire face. Il va falloir penser comment sauvegarder l'identité nationale, mais au-delà, surtout l'unité et la souveraineté nationale. D'accord. Maître Gédéon Kolin, un petit mot par rapport à ce que Christian Mondo a déclaré dans le Haut-Katanga il y a quelques jours, que nous attendons les mots d'ordre de M. Moïse Katumbi pour nous prendre en charge. Comment vous réagissez-vous par rapport à ça? Bon, je pense que je suis quelqu'un qui fustige les antivaleurs. Je me pose la question aussi parce que nous attendons le résultat. Le résultat, selon ce que le travail, les bureaux qui ont été compilés, n'arrivent même pas à couvrir 20%. 30%. 30% n'arrive pas à couvrir. C'est déjà 30%? Oui, autour de 30%. Ok, mettons 30% maintenant, c'est-à-dire que les challenges tournent tout autour de 70%. Admettons que selon le résultat que c'est Moïse Katumbi qui sera proclamé président de la République, quelle deviendra la déclaration de... Est-ce que les tendances peuvent être renversées? C'est possible que ce soit renversé? C'est possible, j'ai dit, il y a 70% que nous attendons. Et aussi, il faut voir, la question, ce qui me fait mal, c'est que Moïse Katumbi, il a postulé pour être un président de Katangais. Parce qu'il fait appel au peuple katangais. Moi, je pensais qu'il faisait appel au peuple congolais. Alors, c'est pour dire que, vous savez, la nationalité, ou la nation, plutôt que voulais-je dire, c'est une réalité sociologique et historique, caractérisée par un décret de cohésion et l'unité de ce membre. Et le moment des élections, c'est un moment de rencontre entre l'homme politique ou leader avec la nation, son histoire, vous voyez, et son histoire, et par rapport à l'offre qu'il amène. Et je sais que nos amis, ils se sont d'abord trompés de la problématique, la première des choses. Deuxièmement, vous savez, au Congo, on gagne les élections à partir des alliances. Ces alliances-là doivent avoir aussi une qualité. Vous voyez? Donc, il va avoir une qualité. Je venais de vous dire tout à l'heure que la nation, c'est une réalité sociologique. C'est-à-dire que chacun, quelque part, il doit avoir de l'influence sociologique dans un coin donné. Quand vous regardez aujourd'hui, l'ensemble, c'est vraiment une coquille vide. Moïse Katumbi, seul, je ne le vois pas
conquérir le Bas-Congo. On l'a vu. Parce qu'il n'y a pas de leader. Jean-Claude Vwemba qui était dans non, son... Jean-Claude Vwemba, j'ai beaucoup de respect, mais c'est quelqu'un qui a une vision paroissiale. Il se limite juste au niveau de Kassangoulou. À moins de Jean-Pierre Vwemba, Jean-Claude Vwemba. Donc il n'est pas écouté. Il peut parler des Bankoulou et tout ça. Les Bankoulou, des Mwanda ne peuvent pas obéir aux esprits de Kassangoulou. Il y a les Hervé Diakese qui sont là. Non, Diakese, il y a des gens ce sont des jeunes, ce sont des jeunes qui cherchent à prendre l'ascenseur. Il n'a pas encore atteint le niveau d'avoir une capacité de mobilisation ou pour permettre Moïse Katumbi de gagner les élections. Mais dans le Maniema, il y a Matata Pognon. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit. Donc Matata, je salue. Il a fait un travail impeccable. Vous savez, lorsque vous voyez les résultats de Kindu, alors que Tshisekedi était entouré avec l'ancien ministre de l'économie, il n'est pas le moindre. Vous voyez? Et Tshisekedi est entouré avec aussi certaines personnes de Maniema, mais qui n'ont pas arrivé au cheville de Matata. Nous reconnaissons ça. Vous comprenez? Mais actuellement, les résultats partiels qui viennent de Kindu du Maniema, Tshisekedi est largement en tête. Non, mais je dis, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a les décrets de leadership. À Kailo, par exemple, c'est Matata. Vous voyez, à Kapanga, c'est pas Matata. C'est Katumbi. Vous voyez. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi certains leaders de Maniema qui sont avec Tshisekedi. Vous voyez, qui sont avec Tshisekedi dans certains villages. Dans certains villages. C'est comme aujourd'hui, vous arrivez au Katanga. Et dans la compilation partielle, Tshisekedi est au-dessus de tous les candidats au Maniema et même dans toute la partie est. Mais c'est pourquoi j'ai dit que Matata, vous savez que Matata aussi, oui, Kindu au moins par rapport à l'université qu'on sort. Mais quand vous arrivez par exemple à Salamabila, on ne va pas vous parler de Matata. Qu'est-ce que les gens ont comme souvenir de Matata? Et je ne pense même pas que pendant qu'il était Premier ministre, il a déjà foulé ses pieds à Salamabila. Je ne pense pas. Vous voyez, je ne pense pas qu'il a été à Kassongo. Donc pour nous qui avons eu l'occasion de faire Maniema, parce que moi j'ai exploité de l'or à Maniema, à Bikenge, je connais Kassongo, je connais Kapanga, je connais des coins où on ne peut même pas se référer à Matata. Donc voilà, des réalités sociologiques comme ça ont manqué tout autour de M. Katumbi. Et moi je peux dire qu'il fallait être d'une naïveté infantile pour croire que M. Katumbi pouvait battre par vote Félix Tshisekedi ici au Congo, vit la machine, le leader qui entoure Félix Tshisekedi aujourd'hui sur l'espace national. En tout cas, je pense que M. Mondo Simba, il doit quitter les périphériques. Il doit quitter la vision paroissiale. Olivier Kamitatou qui dit que nous n'irons pas devant la Cour constitutionnelle parce que c'est une cour qui va parachever le travail commencé par la CENI. D'ailleurs, la plupart des animateurs de ces institutions-là se viennent de la tribu du président Tshisekedi. Donc, nous n'avons aucune chance d'avoir gain de cause. Alors, ils avaient quelle chance quand ils ont accepté d'aller à la course pour les élections? Ils avaient quelle chance? Parce que c'est la même CENI. La Cour constitutionnelle, la CENI... Mais c'est cette Cour constitutionnelle-là qui a eu à un moment... De la même famille ou même... Non, j'ai dit, c'est cette Cour constitutionnelle-là qui a eu à nous dire que Katumbi était congolais. Parce que nous savons qu'en 2018, Katumbi n'a pas foulé ses sols parce qu'il avait un problème de la nationalité. Vous voyez? Et c'est cette Cour constitutionnelle qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Katumbi puisse arriver à, si je peux dire ainsi, quand bien même que la Cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel, mais on peut dire que la validation de la candidature de Katumbi par la Cour constitutionnelle, c'est une illustration plausible de la thèse pour laquelle M. Kamitatou doit faire confiance à cette Cour. Même si moi je pensais que la validation de candidature de Katumbi au niveau de la Cour constitutionnelle
ce n'était pas une cause d'exonération, de fait pour lui d'avoir la loyauté partagée, parce qu'on lui a montré, selon l'aspect historique qui fait partie de la vie des Congolais, que ce monsieur, il a eu à un certain moment bloqué les camions de minerais de la Gécamine en Zambie, à ce moment-là, pour se dire qu'il était un citoyen zambien. Vous voyez? Donc, moi, je me disais, ok, d'un moment à l'autre, parce que la Cour constitutionnelle, effectivement, c'est une cour politique aussi, et qu'il n'a pas été saisi à la matière de la nationalité, et même si c'était le cas, et cette Cour allait se déclarer incompétente. Merci donc, beaucoup. Voilà un peu, et ça va m'étonner. Merci beaucoup. Donc aimer une chose et son contraire. Donc c'est la Cour là qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on parle de Katumbi, candidat président de la République, mais quand il faut maintenant aller prouver sa victoire, non, on n'a pas confiance. Donc cette dichotomie n'aide pas le pays à avancer. Cette dichotomie n'aide pas le pays à avancer. Je le rappelle, M. Kamitatou, il vient de dire qu'ils n'iront pas devant la Cour constitutionnelle parce que déjà il est pris en otage par les professeurs, même les animateurs de l'institution sont des gens de la même tribu que le président Tshisekedi. Et ils sont en train de consacrer la fraude électorale. Alors, Monsieur Alain, je vous pose aussi la même question, votre lecture par rapport à toutes ces réactions qu'on a eues, Kamitatou, Christian Mando, et Martin Fayoulou, qui tous contestent dans l'ensemble, ils contestent les résultats. Votre réaction par rapport à ce qui s'est dit de part et d'autre? Croire qu'à l'issue d'un tel scrutin, il n'y aurait pas des réactions, des frustrations du genre, comme vous l'avez illustré dans vos propos, d'acteurs ou des opérateurs politiques, c'est tout faux. Donc, il était attendu, ces réactions. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Contrairement à mon co-débatteur, ces réactions sont dues essentiellement à ce que l'on peut appeler aujourd'hui un chaos électoral, justement orchestré par l'organe ayant en charge l'organisation des élections, puisque nous l'avions à maintes fois repris ici sur votre plateau, je crois, sur les dangers qui couraient à l'époque du processus électoral. Malheureusement, l'on n'a pas été entendu. Lorsque nous évoquions les problèmes de l'illisibilité des cartes d'électeurs, qui poseraient surtout certainement problème lors du scrutin, le jour du scrutin. Je crois vous rappeler que nous avons posé même le problème du fichier des listes électorales, qui était dans une opacité inacceptable. Nous avons évoqué par exemple les retards dans les financements électoraux. C'était des problèmes avant les scrutins du 20 décembre que l'on évoquait. Malheureusement que la centrale électorale n'a pas pris cela en compte. Mais tant mieux, comme on dit, les vins tirés, il faut le boire dans la sagesse africaine. Que faut-il faire maintenant? J'ai commencé votre émission par vous rappeler que nous avons des valeurs. Nous avons une identité nationale, nous avons une souveraineté à préserver face à tous ces aléas que nous connaissons aujourd'hui à l'issue de ces scrutins. Que faut-il faire? Pour nous, nous pensons qu'il faut rappeler au sens des responsabilités des acteurs politiques et notamment les des challengers qui sont pratiquement des acteurs majeurs ici de ces processus électoraux. Et je fais allusion ici au président sortant et à son challenger Moïse Katumbi, parce qu'ils ont la destinée de notre nation entre leurs mains. Étant une réalité sociologique, la nation a plusieurs composantes. La nation n'est pas seulement l'État comme vous le pensez. Nous avons notre souveraineté internationale à garder, nous avons les territoires à protéger qui est déjà menacés de l'autre côté, à l'est du pays. Nous avons la population, nous avons l'économie nationale. Il faut absolument promouvoir. Pratiquement, oui. On va dire que tous les challengers presque de M. président Tshisekedi. Non, je parle seulement de deux qui ont émergé lors du vote du 20 décembre. Est-ce que vous attendiez à ce que les deux puissent contester les élections, vous, avant même qu'il y ait scrutin? Est-ce que vous imaginiez qu'on arriverait à un tel scénario? C'était sûr, c'était prévisible. Parce que, comme vous le savez, il y a eu d'abord
en aval beaucoup de situations qui nous ont fait penser qu'il y aura certainement des problèmes à l'issue de ces votes du 20 décembre. Et nous l'avions rappelé, beaucoup d'observateurs l'ont rappelé à la CENI. Malheureusement, ces revendications-là, ces recommandations-là n'ont pas trouvé écho auprès de la CENI. Les revendications de l'opposition. De l'opposition, des observations des acteurs de la société civile, même des partenaires techniques et financiers qui accompagnent les processus électoraux. Mais ça n'appelle pas à certains candidats, à certains partis politiques, certains opérateurs politiques, d'appeler à un soulèvement populaire. Par exemple, ce qu'a dit Christian Mondo, pour dire, il appelle les Katangais à se tenir prêts. Ça, c'est un discours. Est-ce qu'on peut accepter ce genre de discours? Non, il faut remonter à l'histoire politique du Congo pour comprendre pourquoi, malheureusement, les ministres Christian Mondo, envers qui nous avons beaucoup d'estime, se rabattent jusqu'à ce niveau-là. C'est malheureux. Qu'en 2023, un leader politique de la trempe de Christian tienne un tel discours des années 60. On l'a entendu chez Tchombe, on l'a entendu aussi chez le fait Kyungwakumwanza, ce genre de discours sécessionnistes. Il faut les rappeler que la RDC, c'est une multination. La RDC n'est pas composée seulement du Katanga. La RDC a à ses côtés aussi d'autres grandes, comment je peux l'appeler, évidemment, ce sont des nations. Vous prenez par exemple la partie ouest, regroupant le Congo central, l'Équateur, les grands Bandundu, ça forme pratiquement sur le plan sociologique ce qu'on peut appeler une nation, déjà. C'est une nation sur le plan sociologique. Et donc, la RDC n'est pas composée seulement du Katanga. Et les Katanga ne vaut rien sans les grands Congo. Oui, donc il faut vraiment, je condamne ce genre de propos haineux, des appels à la violence. Je crois qu'à l'issue d'un tel scrutin, on n'en a pas besoin actuellement. Ce qu'il faut réfléchir et reconnaître ici, je l'ai dit aussi sans être contredit par mon co-débatteur, il y a eu des problèmes à l'issue de ces votes du 20 décembre. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Bourrage d'urnes, il y en a eu dans certaines circonscriptions électorales. Il y a eu de la violence électorale qu'il faut condamner, qu'il faut voir comment réparer tous les dommages causés. Il y a eu surtout, certainement de la tricherie, je ne suis pas la CENI pour bien cartographier toutes les sites, pardon, toutes les circonscriptions et sites où il y a eu véritablement des problèmes de dérapage. Une incidence majeure sur les résultats. Non, je ne crois pas parce que ce n'est qu'une infime partie. Ce n'est pas toutes les circonscriptions électorales qui ont connu ces problèmes-là. Mais comme l'a rappelé les cardinals, il s'agit des problèmes qu'il y a eu dans les processus électoraux. S'il faut l'arranger, il est temps, on doit prendre le temps de pouvoir améliorer les choses, que de les laisser pourrir dans ce sens-là. Merci beaucoup. Oui. Notre vœu est que vraiment le gouvernement en place voie dans quelle mesure on peut réparer ces dégâts causés dans certaines circonscriptions et au besoin convoquer très prochainement l'électorat pour passer un vote de manière transparente et crédible. De manière transparente et crédible. Maître Gédéon Kola, les incidents qu'on a vécus pendant le scrutin peuvent-ils avoir une incidence sur les résultats des élections? Je ne pense pas, je pense que mon co-débatteur l'a dit, mais laisse-moi d'abord le rencontrer. Ici, je n'étais pas en train de me verser dans l'optimisme excessif pour ne pas reconnaître que il y a eu dans l'organisation des défis majeurs qui ont émaillé cette élection. Je pense que ce n'est pas seulement moi qui le dis. Lorsque vous prenez les chefs de la délégation des observateurs de la SADC, oui. Donc ils se sont dit satisfaits des résultats des élections et dit que ça reflète la réalité des urnes. Le reste n'est que le bois qui ne manque pas. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que la lecture que j'ai commémorative du passé qui fait partie de notre histoire du Congo, parce que j'ai commencé ici par vous dire, c'est passé ici ou là où je fais l'interview, pour dire que la démocratie dont nous parlons aujourd'hui était restée une promesse de vépier de tous les gouvernements qui sont succédés, qui l'ont confisqué pour ramer contre-courant. Et qu'aujourd'hui, cette démocratie, c'est un idéal. Et qu'il est pratiquement impossible d'atteindre l'idéal. Même les États
le plus vieux de la démocratie, ils n'ont pas encore organisé une élection parfaite. Ça n'existe pas. Mais seulement que, vous voyez, on a parlé le même langage quand il vous dit les dérapages ici dont on parle ne peuvent pas avoir l'incidence sur les résultats tels que nous voyons. Regardez, les combats de Martin Fayoulou en 2018, c'était la vérité des urnes. C'est-à-dire que même en 2018, il y a eu des problèmes. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux élections d'aujourd'hui? C'est que aujourd'hui, on ne peut pas nous parler des vérités des urnes parce que nous avons des résultats. J'ai aimé la sincérité des Cholais, quand bien même j'ai toujours fustigé cette ONG qui s'occupe, bon, je ne sais pas si ONG, cette église qui semble ne pas avoir le temps de se concentrer à la Bible, et toujours dans la politique. Il a dit que non, la démarcation aujourd'hui, c'est que nous avons au moins de références en termes de PV, et que la fois passée, il n'y avait pas de PV. Il ne faudra pas que, quand on va proclamer les résultats, que cette fois-ci, Martin Fayoulou puisse chercher une autre instance pour l'établir dans les droits. Mais sur base de quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incidence. Quels sont les chiffres que vous avez en votre possession pour dire que les résultats là sont à minimiser, ces incidents que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quels sont les éléments que vous avez en votre possession aujourd'hui on nous parle qui démontrent que c'est à minimiser? Monsieur Dan, vous posez des questions très intelligentes et puis avec vous, si je ne fais pas attention, je risque d'être à côté de la plaque. Ici, les élections, c'est pour ça que même Kadima vous a dit, il faut garder notre mal en patience. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé de 75 000 bureaux, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, on n'est même pas à la moitié. Maintenant, posons-nous la question. Combien de bureaux ont été saccagés? Voyez. Mais il y a aussi un élément le plus important que les gens ne parlent pas. C'est la mobilité de notre peuple. Je vous dis, si vous voyez la détermination avec laquelle le peuple congolais accepter de voter, non seulement de voter, mais de rester tel que ça a été demandé. Et j'ai compris que nous sommes dans un tournant décisif de notre histoire où le peuple n'est pas prêt à accéder à une démarche de déstabilisation de l'État au profit d'un aventurisme cyranné. Qu'aujourd'hui, le peuple préserve les efforts du respect de la Constitution pour les principes démocratiques au pouvoir. Ça, c'est un élément substantiel devant les évidences. Au-delà de tout ce que nous disons, le peuple était lui-même. Regardez, les bourrages d'urnes dont on parle, ce n'est pas la police qui aille à mettre les mains sur les récalcitrants, si on peut les appeler ici, mais c'est cette population. Et ce bourrage des urnes n'a pas profité qu'aux gens de l'Union sacrée, dont je suis membre, mais c'est aussi, on a arrêté aussi certaines machines. Il y a aussi des images que les gens ont inventées. On a trouvé les machines de 2018. Vous voyez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a aussi à boire et à manger. Tout n'est pas vraiment à prendre en compte. Mais les opposants disent plutôt que la plupart des gens qui avaient des machines à voter dans leur maison en train de voter sont les candidats de l'Union sacrée de la nation. Voilà. Pour la plupart. Voilà la pertinence. Qui ont consacré cette fraude au profit de quelqu'un, voilà, d'un individu. Voilà la pertinence de l'existence même de la Cour constitutionnelle. C'est pour ça qu'on a l'air à demander de garder leur mal en patience. Et nous tous, nous devons garder notre mal en patience. Pourquoi? Parce que moment voulu, nous serons maintenant devant la Cour constitutionnelle. Parce que on ne peut pas demander à l'accusation de prouver son innocence. Vous voyez, c'est à nous, c'est à celui qui accuse d'amener maintenant de preuves au-delà de tout ce qui est comme doute raisonnable. C'est ça le principe anglo-saxon du droit. Nous attendons ce moment-là. J'ai suivi mon ami Diakese qui est pratiquant de droit comme moi.
Nous attendons ce moment-là. Parce qu'on parle de processus. Ils n'ont pas confiance en cette cour. Non, mais je viens de vous dire. Mais s'ils ne sont pas dans... Vous savez, c'est comme je disais aux gens de... La 64. Écoutez, je disais aux gens de Martin Fayoulou que lorsque vous vous dites que vous êtes des résistants, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une rébellion. Non seulement contre Dieu, mais contre la nation à laquelle vous êtes appelés à servir. D'accord. Et alors, vous évoquez l'article 64. Il faut toujours relativiser. Il faut savoir que l'article 64, là, c'est une disposition. Toute disposition, c'est une réflexion sociale. Et une réflexion sociale demande un engagement. Car un engagement sans... une réflexion plutôt sans engagement, c'est une fatalité d'action. Est-ce que c'est la première fois qu'on nous parle de 64? Qui viendront? Parce que nous avons vu la population déterminée. Donc, la détermination a fait qu'ils étaient animés à un seul homme pour voter, pour amener. Je ne vois pas aujourd'hui ce peuple-là répondre à l'appel pour la déstabilisation. Donc, je ne vois pas ça. Donc, c'est pour ça que je dis aux amis, donc, ils doivent savoir que comme l'ami a dit en face, j'ignore les noms, excusez-moi, pour dire que nous avons que ces pays comme héritage qui nous a été légué. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas été proclamé président de la République que vous pensez à mettre du feu sur ce pays. Et aussi, il faut savoir que nous avons franchi cette étape-là. Pourquoi? Parce que les élections, je vous ai dit tout au début ici, on ne les gagne pas seul. Martin Fayoulou, un homme seul, s'il gagnait les élections, ça veut dire que nous tous ici, on allait être ses marchepieds. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela. Alors, la CENI n'est pas prête à organiser les élections le 20 décembre, mais la CENI a voulu organiser une élection par défi, parce qu'on avait dit qu'elle n'était pas prête. Il faut démontrer qu'elle était prête. Ça a été un gigantesque désordre. Ça, c'est Monseigneur Ambongo. Quel est votre point de vue à ce sujet? Non, il faut respecter le point de vue du prince de l'Église. J'aimerais dire d'abord qu'ils sont dans... Les princes de l'Église et la SENCO de manière particulière, ils sont dans leur mission de justice sociale pour promouvoir la démocratie, consolider la bonne gouvernance. Je crois que dans cet ordre d'idées, ils sont véritablement dans leur rôle en tant que société civile. Et contrairement à ce que Maître disait, je salue ce travail merveilleux qui fait la SENCO à travers sa branche d'observation électorale, qui nous ramène des informations à la base sur tout ce qui se passe en termes de participation citoyenne au vote, en termes des PV qu'ils font remonter, justement pour nous informer sur les réalités sociales dues essentiellement à l'exercice démocratique qu'il y a eu ce jour-là du 20 décembre. Et donc, il ne faut pas minimiser ces travaux-là, ces rôles-là de l'Église. Vous qui êtes dans la majorité aujourd'hui, par le passé en 2018, vous avez largement profité du service de l'Église catholique à travers la SENCO. Je crois qu'il faut être reconnaissant, Maître, pour ne pas ignorer ces hauts faits d'armes que réalise l'Église catholique à travers, bien entendu, la SENCO. Je ne suis pas de la SENCO, mais j'aimerais quand même, pour raison pédagogique, rappeler ça à notre population. La SENCO, les gens qui sont au pouvoir, la majorité au pouvoir, dit que la SENCO est à la solde de Moïse Katumbi. Qu'ils sont corrompus par M. Moïse Katumbi. C'est très fort. De faire un lobby pour vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, hein, si vous voulez, de l'Église catholique dans la consolidation démocratique en RDC. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est même avant l'indépendance. Rappelez-vous du manifeste de la conscience africaine. Ça a été piloté par qui? Mais par un catholique qui a été sous son leadership, qui a rassemblé un grand nombre d'acteurs politiques d'alors et d'acteurs bien entendu sociaux qui ont dû rédiger ces manifestes-là, qui est pratiquement un acte fondateur de notre démocratie avant l'époque coloniale, pardon, avant l'indépendance. Donc c'est en pleine époque coloniale. Et
si vous parcourez l'histoire, vous voyez les rôles qu'a joué l'Église catholique pendant l'indépendance, dans la formation. Mais comment expliquer ce mariage-là d'opinion entre l'Église catholique et les partis d'opposition? Quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils parlent d'une même voix. Comment ça s'explique? Non, Monsieur Dan, il faut, et ça je voulais rappeler, hein, il ne faut pas associer l'Église catholique à un acteur politique. L'Église catholique ne peut pas, excusez-moi, je ne suis pas de l'Église catholique, encore moins membre de la SENCO, pour défendre, mais j'aimerais quand même, sur base de la petite connaissance que j'ai du fonctionnement, ou soit de l'assistance de l'Église catholique dans les efforts pour consolider notre démocratie. Vous avez vu le rôle qu'a joué quelqu'un comme Laurent Mossengo, l'archevêque à l'époque, dans les années 90. Donc on ne peut pas éluder cela aujourd'hui, pour la simple raison qu'un acteur politique tiendrait le même discours avec l'Église catholique. Aller même au-delà jusqu'à accuser l'Église catholique de se faire corrompre par un acteur politique, excusez-moi, bien sûr, même s'il est catholique, mais je ne crois pas qu'il peut arriver à ce niveau-là, jusqu'à corrompre l'Église, toute l'Église catholique. Non, ça c'est manquer du respect au prince, non pas seulement au prince de l'Église, mais à tout le peuple congolais qui a pratiquement une reconnaissance envers cette Église-là pour avoir soutenu la consolidation démocratique RDC. Vous venez de suivre Olivier Kamitatou qui a dit la Cour est dirigée par les gens d'une même tribu, la CENI, un peu toutes les institutions qui dirigent, qui concourent à l'organisation des élections sont tenues par les gens d'une même tribu. C'est des propos qui étaient tenus par certains princes de l'Église. Comment se fait-il que ce que disent les gens de Katumbi et ce qu'a dit l'Église, c'est pratiquement la même chose? C'est quoi cette cohérence? Pourquoi cette unité dans les langages, dans les points de vue? Bon, je n'ai pas suivi les propos exacts de cet opposant-là et de l'Église catholique, mais ce que je dois reconnaître, que nous sommes une nation qui est engluée par les tribalismes. Je ne dis pas que c'est un débat pour moi des caniveaux, qu'on revienne aujourd'hui encore commencer à discuter sur les tribus. Mais je crois que ça ne me gêne pas qu'un acteur, une personne d'une telle tribu préside à une institution de la République, même s'ils sont de la même province. Ça dit quoi? Parce que s'ils ont démontré leur capacité intellectuelle, leur leadership à pouvoir bien diriger cette institution, ça ne poserait pas un problème. Nous sommes dans une république. Et encore que, dans ce qu'ils appellent tribu là, si vous y entrez là-dedans, vous allez voir des ethnies, des clans. Donc, en réalité, ce n'est pas un même, comment dirais-je, c'est pas une même population comme vous l'entendrez là. Parce qu'à l'intérieur de chaque tribu, vous avez des ethnies, vous avez des clans, vous avez des villages. Donc, vous avez des sous-groupes sociaux qui, en réalité, ne constituent qu'une mosaïque de ce qu'on appelle une tribu. Donc, on ne peut pas aller dans ces profondeurs-là des choses, parce que nous allons nous perdre. Lorsque vous dites par exemple à un Katangais, tu es Katangais, mais il n'est pas de la même ethnie que telle ou telle personne. Si vous dites par exemple tel est Moulouba, mais à l'intérieur de Balouba, mais il y a des sous-groupes sociaux, il y a des sous-groupes ethniques. Comment vous allez justifier cela aujourd'hui alors que des institutions sont en place? C'est une république, c'est pas un club d'amis comme vous les penserez. D'accord. Mais comment faire pour finir, hein? Comment sortir de cette crise apparemment qui se dessine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, pour sortir de cette décrispation, politique, il faut rassurer les parties prenantes. Il faut rassurer l'opposition. Il faut rassurer la société civile. En quoi faisant? Et justement, par une ouverture politique à l'issue de ces scrutins. Un dialogue? Non pas forcément, il faut réserver un espace d'expression pour les autres acteurs. Vous savez, si réellement les présidents sortants a requéri 21 provinces par exemple sur les 26, donc l'infime majorité, si vous voulez, l'infime partie des voix ont quand même ont quand même besoin de cette tribune-là d'expression pour s'exprimer à travers leur challenger qui a émergé lors du scrutin. Merci beaucoup. Je fais allusion ici à l'opposant qui récolterait beaucoup de voix. Donc le challenger du président sortant. Monsieur Mouskati. Et donc il n'est pas mal pour moi et il est politiquement
correct de pouvoir les réserver un espace d'expression à travers des institutions, à travers le gouvernement, à travers, je ne sais pas moi quelle institution. Est-ce qu'ils vont accepter de travailler avec le pouvoir en place? Bon, je te révélerai que pour ce qu'on appelle l'opposition, il y a toujours d'espace, il y a toujours des acteurs qui vont accepter de servir la nation. Merci beaucoup. Alors, M. Nkolela, qu'est-ce qui explique cet écart entre le président Tshisekedi et ses concurrents? On est à élection partielle, je l'ai lu ici. Il y a un écart de 21 provinces. Voilà. 21 provinces partiellement sont en faveur du président Tshisekedi. 4 sont les 30% des bureaux de vote. 30% des bureaux de vote compilés, oui. Donc 21, hein, Tshisekedi est vainqueur. 4, Katumbi et Martin Fayulu, une seule province. Comment ça s'appelle? Comment cet écart écrasant à ce niveau-là? C'est un plébiscite, ça. Bon, Dan, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité dans un débat où je suis en face de quelqu'un qui réfléchit, qui soulève des questions quand même qui vous amènent à parler Congo, au lieu d'être dans des querelles donc infantiles ou des caniveaux. Mais il faut savoir relativiser. Faisons en sorte d'être factuel, d'être objectif, sans intervenir nos aspirations profondes ou des préférences de nos intérêts égoïstes. Lorsque vous regardez le président Tshisekedi aujourd'hui, je pense que si quelqu'un comme Vital Kamerhe n'était pas à côté de lui, le président Tshisekedi, quoique il a un bastion qui lui est reconnu du centre, et je pense que tout ce que vous voyez comme les prouesses au niveau de l'Est, vous n'allez pas voir ça. Si vous regardez à côté du président Tshisekedi, vous allez trouver quelqu'un comme Bahati, qui n'est pas n'importe qui est un homme vertébré en politique, qui est un animal politique, on peut dire ainsi. Lorsque vous regardez, vous voyez Julien Paluku, vous regardez, vous voyez les leaders locaux, je voulais dire. Vous allez de l'autre côté, c'est vrai que le Bemba d'aujourd'hui n'est pas le Bemba d'hier, mais tous les leaders locaux, vous avez les Gimboyo, et ouais, vous avez les Jean-Lucien Mboussa, vous avez les Liaou, et vous allez voir que l'homme, il ne pouvait même pas faire ce qu'il a fait. Il est allé au-delà de ses limites en faisant des voyages qu'il a organisés. Parce que les gens qui battent la campagne pour le candidat président de la République, ce sont des leaders locaux. Mais quand vous prenez le cas de Fayulu, par exemple, Fayulu de 2018, il était à côté de lui de Katumbi, qui est challenger aujourd'hui de Félix Tshisekedi, direct. Il y avait Bemba, il y avait Mboussa Nyamwisi, qui est beaucoup écouté du côté de Beni là-bas. Ça, ce sont des réalités sociologiques. Sans contexte qu'aujourd'hui, notre pays, il a essayé de le dire, mon co-débatteur, qu'il y a certaines réalités qui est tribaux, si vous voyez, ces mots-là me fait mal, me gêne, mais il faut les dire ainsi. Parce que nous ne sommes pas encore développés, effectivement, dans la mentalité. Nous n'avons pas encore la mentalité, c'est-à-dire notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon d'agir. Donc vous allez voir, lorsque quelqu'un est nommé, ce sont des gens de Popo Kabaka qui disent, nous les gens de Popo Kabaka, on est contents. C'est-à-dire quand on voit le sien, ou quand je vois quelqu'un qui est le mien, je me sens sécurisé par rapport à cela. Voilà un peu ce qui justifie qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, il est le seul. Les alliances. Oui, les alliances ont payé. Mais je voudrais quand même dire. 21 sur 26. Non, mais je vous dis ici, mais dis-moi. Même à Kinshasa. Regardez. Même à Kinshasa, Regardez. Le président. Regardez. Ouais. Le président Katumbi, on l'a trompé. Par qui? Vous voyez? Par beaucoup de gens qui sont ralliés à lui. Ils se sont retrouvés, mais lui ne s'est pas retrouvé. C'est Sanga en 2018. Pour qu'il soit élu, il fallait qu'il puisse se rallier à Tshisekedi.
Et vous voyez que maintenant qu'il ne s'est pas relié à Tshisekedi, et qu'il a eu du mal à faire voter Katumbi chez lui. Et lui-même, je pense qu'il peut avoir des problèmes. Demain ou après-demain, s'il n'est pas député, il faut comprendre pourquoi. Parce que ces gens-là, ils sont compacts. Et surtout aussi, il faut reconnaître que le président Katumbi, son langage l'a trahi. Il a tenu certains messages ou certains discours qu'il n'allait pas tenir au moment des élections. Quand vous prenez une tribu que vous allez dire qu'il n'y a qu'une seule tribu qui est contre moi, et les talibans. Non, écoutez, quand on est un homme d'État, à ce niveau-là, on ne peut pas descendre trop bas. Il y a beaucoup de choses. Mais quand même, je voudrais parler de cette église catholique, que j'ai beaucoup de respect, parce que si aujourd'hui, parfois, nous parlons de la langue que nous parlons, nous sommes passés par là. Mais on ne peut pas dire... Vous avez été formé dans les églises catholiques, dans les écoles catholiques. Oui, mais je ne peux pas nier. Moi, je suis un homme conscient qui doit... L'honnêteté intellectuelle voudrait à ce que nous puissions reconnaître. Mais cela ne voudrait pas dire que cette église n'a pas de choses à lui reprocher. Parce que s'il faut dire présenter l'église catholique parce qu'il joue toujours dans la neutralité, alors que la neutralité, c'est une sorte de lâcheté positive. Regardez, c'est avec cette église que nous avons connu la traite de Noirs. C'est avec cette église ici. C'est avec cette église que nous avons vu Mobutu faire 32 ans. On me parle ici des cardinals Maloula d'abord, avant Moussengo. Mais écoutez, vous n'avez jamais entendu que la mort de Lumumba, l'église catholique était complice? Maître, non, mais je vous dis, non, mais ça c'est notre histoire. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont préféré Mobutu et à la place de Lumumba. Mais c'est grave, c'est quand même grave. Non, mais je vous dis, mais c'est ça. Et même Mobutu, oui. Quand est-ce que le Mobutu s'est opposé à l'église catholique? C'est au moment où Mobutu a nationalisé l'université. Certaines universités, certaines écoles. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire que cette église est toujours derrière les intérêts économiques, rentables d'ailleurs. Et si, bon, je reconnais, comme mon co-débatteur a dit des choses, que nous avons profité des services, ça je ne refuse pas. Non, mais je vais vous dire une chose, mon co-débatteur. Oui, mais je vous dis, je vais vous prouver tout à l'heure. Les combats entre le cardinal Ambongo et Tshisekedi, c'est sur base de quoi? C'est sur base de la gratuité. Oui, c'est une base de gratuité. Qui a combattu la gratuité? Qui a dit que non, c'était un pari risqué? C'était l'église catholique, c'était cardinal Ambon, pour ne pas généraliser. Mais regardez, donc je vous l'ai dit, mon co-débatteur, je vous apprécie beaucoup. Mais écoutez, lorsque quelqu'un vous aide et que cette aide ne vous permet pas de vous développer, il faut refuser cette aide. Qui ne sait pas que l'église catholique a joué quand même le rôle de courroie de transmission de tout ce que nous avons subi avec l'Union européenne, avec les États-Unis? Ils passent par où? Ils ont comme appui qui? TV5, France 24. Du fait pour cardinal de présenter Moïse à l'église, vous l'avez suivi, dire que c'est notre frère, il prie beaucoup, il nous aide beaucoup, nous aussi nous devons l'être reconnaissants. Et c'était à quel moment? Vous allez me dire du fait que pour cardinal de se déplacer, aller à Kachoboué, attendre Moïse au véranda, tous ces gestes, les faits et gestes montrent en sorte que... Merci beaucoup. Parce que de l'autre côté, quand on l'invite, il dit, non, l'invitation n'est pas une convocation. Mais c'était un combat acharné, vous voyez que donc, messieurs les cardinals, c'est fait ennemi juré du président sortant. Ennemi. Donc, mais écoutez, à quel moment que vous l'avez vu faire des sorties comme ça et aménager le président? Je vous reviens, M. Donkolela. Oui, alors, à chaud, j'aimerais réagir aux propos tenus par mon co-débatteur, vers qui j'ai beaucoup d'estime, cher maître. Mais oui, vraiment nous verser dans un débat stérile sur les rôles sociaux, politiques et économiques de l'Église catholique, hein, ADC. Je crois que ça peut nous prendre
des belles 48 heures au maximum pour en débattre. Je suis mal placé pour parler de l'Église catholique, étant donné que je ne fonctionne pas, je ne travaille pas pour l'Église catholique, mais je sais que sur base de mes recherches et de la lecture par rapport notamment à l'assassinat de Lumumba, il faut interroger, nous avons des auteurs respectables, l'éminent professeur Jean Massombo Tchonda, qui fut d'ailleurs mon directeur de mémoire à l'université, a consacré beaucoup de publications sur Patrice Emery Lumumba, notre héros national, envers qui nous avons beaucoup... Excusez-moi, c'est pas l'Église catholique, là j'ai dit ils étaient complices. Complices, mais il faut le démontrer. Non, Lumumba l'a dit que même les prêtres abandonnent l'évangile et se mixent en politique. Est-ce que c'est moi qui dis ou bien c'est Lumumba? Non, je reconnais le rôle joué par l'Église catholique dans l'activité coloniale. Les mêmes propos. Bien entendu, mais le contexte a évolué. Mobutu l'a dit, les mêmes propos. L'Église s'est africanisée. Kabila, le fils, l'a dit, quand même reconnaître que l'Église s'est fait à un certain moment. Non, il faut le démontrer, parce que c'est quand même une citation grave, cher maître. Mais par rapport, pour revenir sur la gratuité, sur le conflit... Il y a des vidéos qui circulent où on voit Lumumba dénoncer l'Église catholique, Mobutu dénoncer, parce que tous les présidents... Non, le simple fait que Lumumba dénonce l'Église catholique ne justifie pas que l'Église aurait participé à son assassinat politique. C'est ça mon problème. Donc il faut le prouver. Aurait préféré Mobutu que Lumumba. Oui. Et par rapport à la gratuité de l'enseignement, vous savez, l'Église a évolué comme ça avec l'État. L'État zaïrois à l'époque, l'État congolais. Souvenez-vous du conflit entre Mobutu et le cardinal Malula au début des années 70. Donc c'est un mariage un peu difficile entre l'Église et l'État. Vous le savez, c'est au gré des intérêts. Mais lorsque l'opposition, qui est devenue actuellement en majorité, avait besoin de l'Église catholique à l'époque, l'Église l'avait servi à s'abrocher. Mais notamment dans les années 90, pendant la conférence nationale souveraine. Souvenez-vous comment Étienne Tshisekedi a été élu. C'était sous le leadership. Et après qui a créé la troisième. Donc c'est vraiment un débat politicien sur lequel je n'aimerais pas qu'on revienne. Mais bref, de manière brève, j'aimerais dire, nous avons un État, une république à sauvegarder. Au-delà de toutes ces conjonctures politiques que nous avons, résultant bien entendu du vote du 2 décembre, du 20 décembre s'il vous plaît, nous avons cet acquis-là. Nous avons une république démocratique qu'il faut absolument sauvegarder, mais aussi une jeune démocratie à consolider. N'eût été ces faits que nous avons dénoncés durant le vote du 20 décembre, il y aurait eu vraiment des salves d'applaudissements par rapport à ces scrutins qui a été organisé. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de démocratie parfaite, on l'a vu aux États-Unis en 2000, on l'a vu en France en 2012 lors de l'élection de François Hollande. Et donc, nous estimons que par rapport à tout ce que nous avons connu comme défis électoraux, nous sommes en mesure de les surmonter et de continuer notre marche vers un État prospère au cœur de l'Afrique. Et c'est cela que nous voulons. Mais comment vous expliquez, selon vous, cet écart énorme entre le président sortant et ses concurrents est dû à quoi? À trois ou quatre choses, très rapidement. Je les justifie par le pragmatisme et le leadership politique du président Tshisekedi, qu'il a développé, qu'il a réussi en moins de 3 ans à consolider, à bâtir un leadership politique fort, après avoir écrasé, bien entendu, le FCC, qui lui faisait ombrage. Il y a ce que je peux appeler un bilan acceptable. Il a réalisé en très peu de temps des ouvrages d'art qui sont mémorables, qui sont encore vifs dans la mémoire collective, notamment les centres financiers internationaux. Vous avez vu comment il a réhabilité l'hôpital général qu'on appelait Mamayemo, qui est devenu aujourd'hui centre universitaire, quelque chose comme ça. Et donc, mais il y a aussi enfin, je crois qu'il a été le seul candidat qui a fait une offre politique réaliste à la population. Dans son programme politique, vous verrez qu'à travers, bien entendu, ce travail de continuité qu'il va entamer d'ici là pour parachever les programmes de développement local qu'on appelle 145 territoires, dont nous avons des acquis indéniables aujourd'hui sur le plan d'infrastructures sociales, sur le plan de la construction d'écoles, de centres de santé. Et si vous parcourez tous les 145 territoires, vous avez au moins des choses palpables qu'il a eu en très bien des temps de mettre en exergue
pour justement assurer la prospérité et le bonheur du peuple congolais. Je crois que sur base de ces trois éléments clés, le président de la République a réussi justement à incarner une sorte de leadership politique qui rassure aujourd'hui toute la population congolaise. C'est la raison pour laquelle il a réussi à conquérir ces 21 provinces-là lors du scrutin électoral. D'accord. Je donne 2 minutes, on va conclure et puis je vais finir totalement avec Maître Gédéon Kolela pour finalement mettre fin à l'émission. Alors, si le président Tshisekedi est réélu réellement à l'issue des résultats provisoires de la CENI, compilation, à quel côté doit-il arranger pour bien diriger le deuxième mandat, pour bien conduire son deuxième mandat, se référant à son premier mandat? Qu'est-ce qu'il doit corriger? Là, c'est clair, il doit frapper fort sur le plan du social, parachever le travail qu'il a commencé à travers les programmes de développement, développement local de 145 territoires, pour parachever certaines infrastructures, les routes agricoles, les écoles, les centres de santé, qui donnent une nouvelle vision de la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi une réponse à donner, une réponse rapide à donner aux problèmes sécuritaires, notamment à l'Est. Il faut en finir, il faut récupérer Massissi, il faut récupérer Butchuru, il faut assurer toute la communauté nationale que nous avons, grâce à lui, aujourd'hui, compté l'unité nationale, nous avons réussi à pouvoir sauvegarder notre souveraineté sur le plan international, où on attend les retours du Grand Congo sur la scène internationale. Je crois que s'il opère dans cette perspective-là, je crois qu'il aura la chance de bien exécuter son mandat, son quinquennat, qui lui sera certainement offert à l'issue de la publication des résultats finaux par la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, M. Alain Parfait Ngulungu. Maître Gédéon Kolela, on termine avec vous. Comment sortir de cette crise qui se dessine entre l'opposition, toute l'opposition, on va dire, hein, ils sont nombreux. Il y a Fayoulou, il y a Mukwege, il y a Matata, il y a Katumbi. Comment est-ce que on peut sortir de cette crise qui oppose le pouvoir en place et tous ces opposants qui sont en train de crier à la fraude électorale? Bon, moi j'ai ma façon de voir les choses. Premièrement, il faut savoir que le Congo a un problème de crise d'hommes. Nous n'avons pas les hommes qui sont affectés de complexes affranchis et de rationalité pour préserver les acquis sociaux et politiques, afin de rendre les Congolais plus meilleurs qu'ils étaient à l'époque coloniale. Et d'ailleurs, c'est ça les mobiles. Donc c'est ce qui constitue les mobiles de perspective de l'indépendance. Mais regardez, c'est depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes que dans les égos, dans les intérêts personnels. Donc s'il faut dire, il faut penser, parce que au fait, les Congo, tous ces cris de tout ce que nous entendons comme souffrance, les cris de détresse, voulais-je dire, de toute la masse populaire, n'est pas une expression sans conteste qu'il y a besoin d'une alternance politique comme impératif. Non, c'est plutôt le Congo a besoin de paradigmes de développement. Et ce développement doit commencer d'abord par le développement de la mentalité. Donc la façon d'être, la façon de penser et d'agir. Si nous pouvons agir pour les bien-être commun, donc, ou encore pour l'intérêt général, c'est à ce niveau-là que chacun, c'est un problème de la conscience. Vous voyez qu'il faut aussi, ce que j'appelle souvent aussi les développements spirituels. Nous sommes encore très loin. Nous n'avons pas encore franchi l'étape de l'anthropologie naturelle. Qu'on est encore dans des histoires, de suivre les gens qui vous disent voilà, il y a ceci. Et nous sommes dans la fragilité conceptuelle. On ne développe pas notre propre génie. Vous voyez? Donc il faut qu'on arrive à avoir notre propre génie. Donc c'est à ce moment-là qu'on saura qui doit faire quoi, qui doit être qui. Donc il y a beaucoup de choses. Donc maintenant, cette crise, en fait, c'est la crise d'homme. Une crise d'homme demande une conscience personnelle. Il faut la prise de conscience, voulais-je dire. Comprendre que le problème, c'est moi, ce n'est pas l'autre. Donc quand on voit que c'est l'autre qui est le problème, à ce moment-là, on ne va pas s'en sortir.
Donc, nous avons choisi les principes démocratiques au pouvoir, qu'il y aura un gagnant, qu'il y aura un perdant. Il faut l'accepter comme tel. Ça peut faire mal, mais c'est ça. Mais comment y arriver? Donc, ça, le problème que je dis, ici, nous avons le problème de la crise d'hommes et la crise aussi de l'éducation. Vous voyez? Donc, là, vous savez, l'éducation... Crise d'éducation. Oui, oui, l'éducation est capitale que si les concepts entreprennent le développement. Vous voyez? Mais alors, pour que les concepts puissent entretenir le développement, il faut poster un système éducatif, un système d'enseignement, donc qui doit nous permettre d'avoir la connaissance de notre environnement. Mais regardez aujourd'hui, tout ce que, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des hôpitaux, comme on parle là, mais avec quelle médecine? Nous n'avons pas une médecine congolaise. Vous voyez? Donc lorsque j'arrive à Kisangani, à Chopo, je trouve quelqu'un qui guérit, qui fait l'opération sans cicatrice. C'est tout le monde qui crie à la sorcellerie. Et si ça vient de l'Europe, on va dire c'est le procès de technologie. Non, mais écoutez, donc si notre éducation n'arrivera pas à nous amener au développement, c'est-à-dire que nous serons dans la fragilité conceptuelle et suivre ce que les gens nous dictent. Donc vous voyez, nous n'allons pas nous en sortir. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, mais... Je vois que vous avez posé une très belle question avec mon co-débatteur. Et puis j'ai vraiment loué ce qu'il a dit. Pour moi, je pense que le président Tshisekedi doit avoir la politique monétaire. Donc il faut penser à consolider l'indépendance de la banque centrale avec son système à superviser les banques commerciales pour que nous puissions oublier cette histoire des dollars. Donc il faut, j'ai aimé quand il a commencé son ministère, et quand il a commencé comment dirais-je, son mandat, il a pensé pour nous dire effectivement que donc le préalable majeur pour une croissance, c'est l'assainissement des finances publiques. Avec IGF comme inspecteur, il a essayé de faire. Maintenant, il y a un problème aussi de la justice. Donc cette justice, je pense que, et avec le vieux magistrat, qui, même si aujourd'hui vous améliorez les conditions de vie, mais ils sont déjà habitués à des corruptions, il faut renouvellement de cette classe, parce que c'est la justice qui élève une nation. Et s'il arrive à consolider les deux, donc les Congo, pouvait atteindre son apogée. Le Congo peut atteindre son apogée, donc économie et justice. Merci beaucoup, M. Gédéon Kolela. Merci beaucoup, M. Parfait, Alain Parfait. Merci, messieurs, dames, de nous avoir suivis. On va se retrouver donc demain. On a reçu deux intelligences qui ont parlé non seulement politique, mais ils ont projeté également l'avenir du Congo. Chacun a donné ses propositions. À ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent pour que le Congo se porte mieux demain. Portez-vous bien donc demain et à très bientôt.